Bien, alors le travail que je vais vous présenter résulte en partie de ce que vient de vous montrer Sylvain. Assez rapidement, après qu'il ait fait un état des lieux en fait, des données historiques qu'on avait sur les contaminants inorganiques qui nous intéressent tout particulièrement, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de données sur ces contaminants dans le sédiment, mais en fait on n'avait absolument aucune idée de l'impact que ces contaminants avaient pu avoir sur la faune, et on n'avait notamment aucune donnée en fait sur la macrofaune qui existe dans cet étang. Donc on a lancé une première étude en fait, écotoxicologique et génotoxicologique sur ces sédiments de l'étang de Berre. Et ce que je vais vous présenter donc maintenant sont des résultats assez récents, puisqu'on a développé une première approche entre 2008 et 2009 grâce à un financement de la Fédération de recherche Ecorev ici. Et grâce à cette première approche, en fait, on a développé ensuite un programme qui a été soumis à l'INSU, et sur lequel nous travaillons depuis l'an dernier donc, et qui continue cette année. Donc il y a beaucoup de co-auteurs dans ce travail, et j'ai gardé tous les noms pour la diapo finale. Alors, ça, ce sont deux cartes que vous avez vues pour vous resituer un petit peu l'origine du travail. D'abord, sur la gauche, vous avez la concentration en plomb qui a été mesurée en surface du sédiment dans l'année 1976. Donc vous voyez de fortes variabilités, donc Sylvain vient d'en parler, avec des valeurs dans l'étang de Veynes qui vont jusqu'aux alentours de 300 ppm, sachant que la valeur géochimique naturelle, elle est à peu près aux alentours, on va dire, de 11 à 20 ppm dans le coin. Donc on avait une contamination très forte à cette époque-là. Et puis ce que vous avez sur la droite, c'est une carte qui a été en partie présentée par Philippe ce matin et qui sera reprise sûrement même par Georges Stora qui a travaillé là-dessus, et qui vous montre l'état de la biocénose benthique en 2006. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de 1966, les apports d'eau douce dans le canal EDF ont diminué très fortement la salinité de l'étang, et ils ont induit également une stratification des eaux et des phénomènes d'anoxiophone. Donc l'ensemble de ces conditions a très fortement altéré l'écosystème benthique. On est passé, vous avez l'indication en bas, d'environ une centaine d'espèces en 1950 à moins de 15 espèces actuellement sur l'ensemble de l'étang. Et non seulement il y a très peu d'espèces benthiques, mais par ces phénomènes d'anoxie, on a des zones, notamment la zone centrale, où il n'y a aucune espèce benthique qui apparaisse, et sur les autres zones, en fait, on a quelque chose de très peu diversifié. Alors, vous avez déjà eu un aperçu aujourd'hui, vous continuerez à l'avoir demain. Il est clair qu'il y a eu déjà des approches intégrées de gestion de zones côtières, on va dire, qui ont été conduites maintenant sur l'étang de Berre depuis plus de 10 ans, et que la salinité actuellement et depuis quelques années s'est accrue, grâce notamment à la diminution par étape des rejets d'eau douce. Donc on s'attend, on espère, enfin tout le monde espère une réhabilitation de cet étang avec une restauration de la faune benthique. Et la question qu'on s'est posée nous, c'est est-ce que les contaminants qui peuvent être encore présents dans le sédiment peuvent maintenant venir affecter cette restauration de l'écosystème benthique? Alors pour ça, on a développé une première approche qui était la suivante, ça a été de mesurer les métaux et les contaminants organiques dans certains sites sélectionnés dans les sédiments de surface, d'évaluer ce qu'on appelle leur biodisponibilité, c'est-à-dire que lorsque vous avez un contaminant qui est fixé sur la phase solide des sédiments, ce n'est pas sa concentration totale qui peut affecter l'organisme. Il y a des phases qui sont fixées sur des phases minérales qui n'ont aucun risque en fait, vis-à-vis des organismes. Les éléments métalliques, par exemple, sont dans la structure cristalline. Par contre, on a des phases qui représentent un risque beaucoup plus grand. Lorsque vous avez un élément métallique uniquement absorbé en surface des minéraux, sa biodisponibilité est plus grande. Donc il faut être capable d'évaluer ça en comparaison de sa teneur totale. Ensuite, on a cherché à définir, à analyser des biomarqueurs adéquats pour les organismes présents. Alors, les biomarqueurs, qu'est-ce que c'est? C'est un paramètre physique ou chimique, enfin chimique plutôt, qu'on va mesurer au sein des organismes et qui va traduire en fait une réponse, qu'elle soit pathologique ou physiologique, soit à l'exposition aux contaminants, soit à l'exposition à un certain type de stress. Ça peut être aussi des variations de température d'oxygène. Et le quatrième point qu'on a cherché à développer, c'était d'évaluer l'activité génotoxique et mutagénique des sédiments. Donc je vais revenir après sur ces diapositives pour expliquer un petit peu mieux ce que c'est que l'activité génotoxique et mutagénique. Donc on a sélectionné très peu de sites, il y avait beaucoup de manip à faire. Donc on est parti sur les connaissances qu'on avait sur l'étang. On a travaillé sur 3 sites dans la zone de Veynes, donc comme l'a montré Sylvain tout à l'heure, c'est la zone la plus contaminée. Donc on a des sites qui s'appellent V-Nord, V-Centre pour V-Centre et V-Aéro, donc à proximité de l'aéroport. Et puis on a sélectionné également un site de référence qui est dans la partie tout à fait nord de l'étang là-haut, que vous voyez, qui s'appelle BSA, donc qui était dans une zone que l'on savait non contaminée. Alors le premier point, ça a été de faire des mesures simplement de métaux sur la fraction totale des sédiments. Donc c'est ce que vous avez reporté donc, sur les graphes pour le cadmium, le cuivre ou le plomb ou le zinc. Et à chaque fois, le trait rouge vous indique une valeur du fond géochimique naturel auquel on devrait s'attendre. Donc on sait, grâce à ce qu'a montré Sylvain tout à l'heure, que les teneurs qu'on a actuellement ont quand même diminué de 30 à 90% depuis 70. Avant, c'était beaucoup plus fort que ça. Et ce qu'on observe maintenant, c'est qu'on a une contamination modérée qui fait à peu près jusqu'à 3 fois le bruit de fond naturel, en tout cas dans Veynes, avec des valeurs à noter qui sont
maxima pour nous dans les stations qui s'appellent V-Nord et V-Centre. Alors ensuite, on a cherché à évaluer un petit peu mieux la biodisponibilité de ces métaux, c'est-à-dire la quantité qui pouvait vraiment représenter un risque pour les organismes. Donc il y a plusieurs techniques pour faire ça, on en a sélectionné 3 dans un premier temps. La première, c'est d'extraire ces métaux avec des pH 4 et des pH 6, donc on est dans une solution acide. Alors le choix de ces pH, c'est ce que vous avez indiqué en haut à droite, c'est parce qu'ils correspondent à des pH physiologiques qu'on va retrouver dans le tube digestif des mollusques ou des polychètes. Donc théoriquement, c'est le type de digestion qu'on va avoir dans ces organismes. Ensuite, un autre choix qui avait été fait, qui était de retenir un composé qui s'appelle le DTA et qui, normalement, est censé donner une indication sur les métaux qui sont fixés sur certains minéraux seulement et qui sont supposés donner les fractions les plus biodisponibles. Alors, chacune de ces extractions est reportée donc, de nouveau pour les mêmes paramètres, cadmium, cuivre, plomb et zinc, et pour chacune des stations. Donc, vous voyez qu'on a de grandes variations entre les extractions. Hein, ça, c'est la première chose à noter, c'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas à savoir quelle est la meilleure extraction, mais en tout cas, en plus, on a de grandes variations entre ces différentes phases-là. Mais quoi qu'il en soit, sur l'ensemble des métaux, on se retrouve de nouveau avec des valeurs maximales théoriquement biodisponibles qui sont plutôt dans la station du nord et les stations du centre. Alors la deuxième étape, c'était de travailler directement sur les organismes. Donc la première difficulté, c'était de trouver le bon organisme, d'abord parce qu'il y en a peu, moins de 15 au total. Ensuite, parce qu'ils ne sont pas sur toutes les stations, donc on ne peut pas travailler sur un organisme dans une station et puis passer sur un autre à la suite. Et ensuite, parce qu'ils ne sont pas toujours présents en fonction de l'année. Donc le seul organisme qu'on a pu retenir est celui, la jolie photo que vous avez en haut à droite, qui est ce qu'on appelle un Nediste succinea ou Nereis succinea. C'est un polychète déposivore, c'est-à-dire il vit dans le sédiment et il ingère les particules et d'autres espèces qu'il va retrouver dans le sédiment. Et l'intérêt de cet organisme, c'est que c'est une espèce sentinelle qu'on retrouve partout, qui est relativement tolérante à la contamination et pour lequel on a d'autres données en fait, dans la littérature. Donc, de nouveau, vous avez les 4 mêmes métaux qui sont indiqués, cadmium, cuivre, plomb, zinc, toujours pour les 4 stations. Et ce qui a été reporté, donc c'est indiqué en bas avec les petits traits de couleur, ce sont des valeurs qui ont été données dans la littérature pour ce même type d'organisme, mesurés dans des sites en Atlantique, avec notamment, parmi le plus important, un site très fortement contaminé, qui est une petite baie en Atlantique, qui est indiquée par le trait rouge. Alors ce que vous voyez, c'est que si on regarde le cadmium et le cuivre, par exemple, la contamination qu'on mesure dans les distes par rapport à ce qui était mesuré par ailleurs est relativement faible à modérée, avec toujours des maxima qui ressortent de nouveau sur la station centrale. On a une petite différence sur le zinc, qui pour l'instant qu'on n'arrive toujours pas à expliquer, même si on a quelques idées pour l'instant, mais on a des valeurs de zinc dans ces organismes qui sont parmi les plus fortes, en fait, qui sont les plus fortes mesurées dans la littérature. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on compare ces teneurs totales dans l'organisme avec ce qu'on a obtenu sur le sédiment, on n'a pas de relation totale, de relation directe entre ces deux paramètres, si ce n'est peut-être, lorsqu'on fait une extraction le DTA, une espèce de covariation. Alors évidemment, 4 points, ce n'est pas énorme. La deuxième approche était de travailler sur des biomarqueurs. Donc les biomarqueurs vont traduire une réponse en fait, à une exposition ou à d'autres types de stress. Et le biomarqueur sur lequel on a travaillé en premier, c'est ce qu'on appelle une métallothionéine. C'est une protéine enzymatique qui est impliquée dans les processus de détoxification des métaux, donc dans les organismes. C'est-à-dire que lorsqu'on a beaucoup de métallothionéine, on s'attend à ce que cet organisme ait été fortement exposé et donc ait produit ces protéines pour se protéger. Elles sont aussi marqueurs de stress. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des biomarqueurs de défense. Alors, ces biomarqueurs, dans un premier temps, ils ont été évalués à partir de techniques ELISA, donc qui permettent de les mesurer à partir de fluorescence. Je suis désolé, les photos sont vraiment mauvaises. Ce que vous avez ici, ce sont des sections congelées des parois intestinales des édistes et sur lesquelles, en fait, les petits points plus clairs, en fait, correspondent à la mise en évidence de ces métallothionéines. Donc, ce qu'on a pu obtenir là-dessus, c'est que, en fait, nous avons trouvé ces métallothionéines, ces protéines, sur un seul site, qui était le site près de l'aéroport. Et il n'y avait pas là non plus de relation avec les teneurs totales ou extraites en métaux, c'est-à-dire que ce n'est pas le site qui montrait les teneurs les plus fortes en métaux dans le sédiment. Alors, il y a plusieurs points qui peuvent expliquer l'absence des métalloprotéines sur les autres sites. C'est d'une part, peut-être une contamination ou une biodisponibilité trop faible pour les induire, d'autre part, peut-être l'existence de variations temporelles, et puis également la possibilité d'autres processus de détoxification, c'est-à-dire que ces organismes sont peut-être soumis à ces contaminants métalliques, mais ils ont d'autres manières d'épurer, de s'auto-épurer.